Bonjour, alors dans cette petite vidéo, on va découvrir et tracer ce qu'on appelle des portraits de phase. Alors pas besoin de sortir les crayons de couleur ou les pinceaux et les toiles, tout ça. Non, le portrait de phase, c'est pas quelque chose qui va s'accrocher au Louvre, c'est quelque chose de scientifique, de pas très rigolo, mais qui pourra donner des choses assez jolies. Alors l'idée est la suivante, c'est que jusqu'à présent, en mécanique donc, on a certaines grandeurs en fonction du paramètre principal qui est le temps. Parce que voilà, les choses se déplacent en fonction du temps. Alors on va essayer de changer un petit peu d'angle de vue. Au lieu de représenter chaque grandeur en fonction du temps, par exemple l'accélération en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps, la position en fonction du temps, eh bien on va plutôt s'intéresser à une information spécifique qui est de connaître la vitesse du système, non pas en fonction du temps, mais en fonction de sa position. Alors c'est une information qu'on peut évidemment tirer de la vitesse en fonction du temps et de la position en fonction du temps. Donc c'est ce qu'on a déjà fait, hein. On retire le temps pour telle position et on en déduit la vitesse pour telle position. Mais ici l'idée c'est de tracer un graphe qui vous donne directement la correspondance entre vitesse et position. Donc juste en lisant ce graphe, vous pourrez dire que à cet endroit la vitesse elle vaut ça, ou à cet endroit la vitesse elle est nulle. Et donc ça va être ça, ce qu'on appelle un portrait de phase. En fait, un portrait de phase, ça va être un ensemble de ce qu'on appelle des trajectoires de phase. C'est-à-dire, une trajectoire de phase, ça va représenter l'ensemble des vitesses en fonction des positions d'un objet pour un certain couple de de conditions initiales. Et du coup, quand on va tracer plusieurs trajectoires de phase pour plusieurs couples de conditions initiales, eh bien, ça tracera un portrait de phase. Alors, on va prendre tout de suite un exemple, parce que c'est le but ici. Donc on va tracer le portrait de phase pour un pendule. Alors déjà on va essayer de le tracer théoriquement. Donc pour ça, on l'a vu, il va falloir qu'on parte de la solution analytique. Alors, on avait donc phi point point plus oméga 0 carré fois phi de t est égal à 0. Donc ça c'est l'équation de l'angle du pendule en fonction du temps. Du coup ça c'est pour des petits angles, parce qu'on a linéarisé le sinus. Et donc on est capable de résoudre cette équation différentielle. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de vitesse initiale, eh bien phi de t ça va être phi 0 cos oméga 0t. Et s'il y a une vitesse initiale, eh bien ce sera plus phi 0 point sur oméga 0 fois sinus oméga 0t. Alors du coup, on veut la vitesse. Donc la vitesse, eh bien, donc la vitesse angulaire, il suffit de dériver. Ça va donner, donc je vais pouvoir mettre oméga 0 ici. Donc je le sors du cosinus lorsque je dérive. Ensuite la dérivée c'est moins sinus. Et ici, même chose, oméga 0 sort, mais il y a l'oméga 0 qui est là. Donc plus phi point 0 cosinus oméga 0t. Voilà, donc on a phi point de t, on a phi de t, et il faudrait être capable d'exprimer l'un en fonction de l'autre. Alors ça n'a pas l'air évident comme ça de sortir le temps et de le réinjecter dans l'autre. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est on va imaginer que la condition initiale c'est juste un angle initial. Donc il n'y a pas de vitesse initiale, on lâche le pendule à une certaine position sans lui donner de vitesse. Donc pour l'instant on oublie ce terme et on oublie ce terme. Du coup, ici on va pouvoir exprimer le temps soit avec un arc cosinus soit avec un arc sinus, ou une autre méthode, c'est puisque le temps est enfermé entre guillemets dans le cosinus et dans le sinus, eh bien on peut utiliser l'égalité que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc c'est ce qu'on peut faire. On va écrire cos carré. C'est phi carré sur phi 0 carré. Et sin carré, c'est phi point carré sur oméga 0 carré, phi 0 carré. Du coup, si je fais ma première ligne plus ma deuxième ligne, eh bien on arrive à une relation uniquement
entre phi et la vitesse de phi. Et ça, du coup, ça va être l'équation d'une trajectoire de phase, c'est-à-dire pour une condition initiale, c'est-à-dire phi à l'état initial est égal à 0 et sa vitesse initiale est égale à 0. Et ça, du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est l'équation d'une ellipse. Voilà, alors on aurait aussi une ellipse dans le cas général, mais un petit peu plus compliqué. Donc je ne la fais pas. L'idée, donc, c'est que lorsque je vais tracer phi en fonction de phi point ou phi point en fonction de phi, eh bien, je vais avoir des ellipses. Alors des ellipses, lorsque l'hypothèse est vérifiée, c'est-à-dire lorsque les angles restent petits. Alors du coup, on ne peut pas tracer si les angles sont un peu plus grands. Alors en fait, il y a une astuce. Lorsque les angles sont plus grands, eh bien donc on ne linéarise pas le sinus et on écrit l'équation différentielle de base. Voilà. Du coup, j'ai phi point point et j'ai phi. J'ai la relation entre les deux. Moi, j'aimerais la relation entre phi point et phi. Alors l'astuce, bon, vous n'avez pas à savoir le faire, hein, c'est une astuce comme ça. Donc je vais multiplier à gauche et à droite par phi point. Donc je vais avoir phi point point fois phi point plus oméga 0 carré fois sinus phi fois phi point. Or, ici phi point et phi point point sont l'un la dérivée de l'autre. Donc ça veut dire que c'est comme si phi point point c'était u', phi point c'est u. Du coup, phi point point fois phi point, c'est la même chose que u carré sur 2, le tout dérivé. Alors effectivement, lorsque vous faites u carré sur 2 prime, eh bien ça fait 2 u prime u sur 2. Donc ça fait u prime fois u. Donc je répète, si j'appelle u phi point, donc là je vais avoir u prime fois u, et donc d'après ce qu'on a écrit au-dessus, u prime fois u, c'est u carré sur 2, le tout prime. Donc ça veut dire que le premier terme, bien c'est égal à phi point carré sur 2, le tout point. Et ça c'est la même chose. Ici j'ai sinus phi, et ici j'ai la dérivée de phi. Donc ça c'est comme si c'était moins cos phi, le tout dérivé. Parce qu'effectivement, si vous dérivez cos phi, ça va donner phi point fois moins sin phi. Donc c'est bien la même chose. Donc tout ça égale à 0. Donc en fait, je me retrouve avec la dérivée d'un terme plus la dérivée d'un autre terme est égale à 0. Donc si on primitive de chaque côté, ça va donner la primitive du premier terme, c'est-à-dire phi point carré sur 2, plus la primitive du deuxième terme, vu que tout ça c'est une dérivée, la primitive c'est oméga 0 carré fois cos phi. Et la primitive de 0 c'est une constante. Donc voilà l'équation qui relie phi point et phi, même lorsque les angles ne sont pas petits. Et du coup, lorsque les angles sont petits, on pourrait montrer, avec les développements limités, en fait, le cos phi, c'est la même chose que 1 moins phi carré sur 2. Et donc, en fait, on retrouve quelque chose comme ça. Voilà. Alors, du coup, à quoi ça ressemble les trajectoires de phase ? Eh bien, pour les tracer, on peut utiliser un petit logiciel, ce sera plus simple, parce que vous connaissez peut-être pas trop bien les ellipses. Donc, j'ai rentré ici la relation qui est, donc c'est celle avec le cosinus, ici. Donc cette constante, pour la déterminer, on va utiliser les conditions initiales. Donc en fait, cette constante, ça va être égal à la vitesse angulaire initiale au carré sur 2 moins oméga 0 carré cosinus de phi 0. Voilà ce que vaut cette constante. Voilà, donc on met tout ça par exemple dans GeoGebra, et puis on va regarder ce que ça donne. Alors je vais commencer par exemple en augmentant l'angle initial. Et donc on voit bien que ça trace des ellipses. Donc ici, il y a une répétition. Bon, ça, faut pas trop le regarder. C'est parce que, du coup, un angle, par exemple,
égale à pi sur 6 au départ, c'est la même chose que pi sur 6 plus 2pi. Donc ça, c'est pas grave. Donc j'augmente, et puis, en fait, à un moment donné, alors voilà, c'est des ellipses qui se déforment, donc ce ne sont plus des ellipses. Ça veut dire que là, du coup, je suis plus dans l'hypothèse des petits angles, je suis plus là. Je suis vraiment là. Et puis, si j'augmente encore, j'arrive à ça. Alors du coup, ici, j'ai phi 0 égale 180 degrés. Alors peut-être que certains sont déjà en train de se dire, mais attends, il y a un problème là. Si phi 0 est plus grand que 90 degrés, c'est-à-dire que je suis plus haut que l'horizontale, donc mon fil devrait se détendre. Eh bien, vous avez tout à fait raison. En fait, toutes les courbes entre 90 degrés et 180 degrés ici, elles ne sont valables en fait pas pour un pendule avec un fil, mais pour un pendule avec une tige. C'est-à-dire que même si le pendule est au-dessus de l'horizontale, eh bien ça ne se détend pas. Alors bon, voilà, donc là on arrive à la limite lorsque phi 0 égale 180 degrés. Alors maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de mettre une vitesse initiale. Parce que là, du coup, il n'y a pas de limite. Alors je vais effacer ça. Et on va repartir de 0 et on va mettre une vitesse initiale. Donc en fait, vous tapez dans le pendule. Alors, du coup, au début, lorsque la vitesse initiale est faible, eh bien, j'ai encore une ellipse. Parce que si la vitesse initiale est faible, vous allez donner une petite amplitude à votre pendule. Donc vous serez bien dans l'hypothèse des petits angles. Ce qui va m'intéresser ici, c'est si je donne une plus grande vitesse. Donc là, toujours ellipse. Là, ça commence à se déformer. Là, j'atteins la limite où, du coup, alors parce que c'est vrai que j'ai pas assez précisé. Donc ici, en vertical, en ordonnée, vous avez la vitesse angulaire phi point, et en abscisse, vous avez phi. Donc c'est phi point en fonction de phi, la vitesse en fonction de la position angulaire. Du coup, alors, je reviens un petit peu. Excusez-moi, c'est vrai que j'aurais dû décrire avant. Donc par exemple, si je prends cette ellipse-là, ça veut dire que pour ce point-là, eh bien j'ai la vitesse qui est la plus grande lorsque l'angle est égal à 0. Et je vois que pour un angle égal à 0, j'ai également la même vitesse mais négative de l'autre côté. Bah oui, c'est logique puisque votre pendule, il oscille. Donc quand il passe par 0, c'est-à-dire en bas, eh bien il passe par 0 en allant de la droite vers la gauche et ensuite en allant de la gauche vers la droite. Donc c'est-à-dire que la vitesse angulaire va être alternativement positive et négative. Donc ce qu'on remarque, c'est que dans ce cas-là, eh bien, la vitesse angulaire est la plus grande lorsque le pendule passe par la verticale. Bon, c'est assez logique. Et donc, grâce à ce graphe, eh bien, vous pouvez trouver pour n'importe quelle position, par exemple pour cet angle-là, voilà la vitesse angulaire ici. Voilà, donc vous pouvez lire ça directement. Et puis on peut lire aussi, par exemple, quel est l'angle maximal atteint. L'angle maximal, c'est lorsque la vitesse est nulle, donc il est là. Donc pareil, on peut lire l'angle maximal atteint pour ces conditions initiales. Et donc si j'augmente la vitesse initiale, en prenant toujours un angle de départ nul, donc je tape dans le pendule, et bien pour une certaine vitesse initiale, j'arrive là. Ça veut dire que j'ai donné suffisamment de vitesse pour que le pendule arrive pile poil à la verticale. Puisque ici, je suis à pi, ou à moins pi. Donc ça arrive à la verticale. Et là, du coup, on a un point qui est un petit peu bizarre parce que le pendule, il a le choix, soit il remonte, soit il redescend. Donc c'est un point qui est très particulier. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais on se rend bien compte que là, c'est comme si vous aviez un aiguillage, vous aviez un croisement là. Donc là, est-ce qu'il va aller à gauche, est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il redescend du même côté ou pas? Bon. Et continuons à augmenter la vitesse. Là, ça va être intéressant. Alors essayez d'imaginer ce qui va se passer. Donc pour cette vitesse-là de 3 radians par seconde, eh bien j'atteins la verticale de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe si je donne un coup un peu plus fort? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Alors, par exemple, je pars de là. Bim, on donne un choc, donc une grande vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
le pendule va augmenter son angle, donc il va monter, monter, monter. En montant, il perd de la vitesse, et puis il arrive à la verticale. Mais quand il arrive à la verticale, on voit qu'il lui reste de la vitesse positive. Eh bien, s'il lui reste de la vitesse positive, ça veut dire que, eh bien, il va continuer. Donc il va passer de l'autre côté, il ne va pas revenir dans l'autre sens, il va passer de l'autre côté, et puis il va revenir ici à 2 pi, c'est-à-dire à la position verticale en bas. Et puis il retrouve sa vitesse de départ, donc hop, il va continuer dans le même sens. Il arrive en haut, il a encore de la vitesse, donc hop, à nouveau, il continue à tourner dans le même sens. Donc en fait, on voit que cette vitesse-là de 3 radians par seconde, eh bien, c'est une vitesse limite entre une oscillation, c'est-à-dire le pendule va une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et une révolution. C'est-à-dire le pendule tourne toujours dans le même sens, en accélérant, en diminuant sa vitesse, en accélérant, etc. Mais toujours dans le même sens. Et donc, on voit bien dans le portrait de phase, ici, cette trajectoire limite, ici avec les points de rebroussement. Là. Avec les points ici de... Ah, j'ai perdu le terme. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble un portrait de phase. Alors ce qui est intéressant avec les portraits de phase, et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les portraits de phase, c'est que du coup, on voit toutes les trajectoires de phase possibles pour différentes conditions initiales. Et ça, c'est extrêmement utile lorsqu'on travaille, et c'est souvent le cas, avec des systèmes qui sont chaotiques. Parce que du coup, quand les systèmes sont chaotiques, ça veut dire qu'ils sont très 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 sensibles aux conditions initiales. Et donc, c'est très intéressant de savoir, ah bah tiens, si je donne ces conditions initiales-là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais être dans tel cas ou dans tel cas ? Alors on va voir avec l'étude après que c'est encore plus intéressant. Donc maintenant, intéressons-nous au pendule, non pas sans frottement, mais avec frottement. Eh bien ça, on est capable de le faire parce que, eh bien, on est capable de résoudre désormais n'importe quelle équation différentielle. Donc même quand il y a des frottements, qu'ils soient linéaires, non linéaires, on s'en moque, on sait résoudre. Du coup, je peux vous montrer par exemple le code. Voilà, donc ici pour le pendule avec frottement. Donc j'ai posé des paramètres, j'ai fait un inspace pour le temps. Voilà, donc ici j'ai pris des paramètres, ok. Donc j'ai supposé à nouveau que je tapais le pendule, donc pas d'angle initial et une vitesse initiale. Ensuite, donc j'ai écrit l'équation différentielle du mouvement. Ici, l'équation différentielle sans frottement, et ici, l'équation différentielle avec frottement. Donc ça, c'est ce qui correspond au terme moins kV. Donc ici, j'ai pris des frottements linéaires, par exemple. Ensuite, on résout, donc avec les conditions initiales précisées plus haut, on résout, donc on obtient la matrice solution avec frottement et sans frottement. Voilà, on extrait angle et vitesse angulaire, sans frottement et avec frottement. Et puis, on trace le portrait de phase. Alors ici, en fait, plus humblement, on aurait dû dire les deux trajectoires de phase, parce que du coup, j'ai pris que pour un couple de conditions initiales. Voilà, donc on trace sans frottement et avec frottement. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc en bleu, c'est la trajectoire de phase sans frottement, donc on reconnaît l'ellipse. D'accord, ici, j'ai pris une vitesse initiale qui était suffisamment faible pour qu'on ait l'oscillation. Et donc en vert, on a la trajectoire de phase avec les frottements. Et donc c'est assez simple à interpréter. On voit qu'au fur et à mesure, par exemple à chaque fois que le pendule retrouve sa position verticale, eh bien la vitesse au fur et à mesure diminue. Donc c'est logique, il y a une perte d'énergie, donc à chaque fois, eh bien, la vitesse sera un petit peu plus faible à chaque oscillation. Voilà, donc les vitesses positives à nouveau, ça veut dire que ça va dans un sens, vitesse négative, c'est que ça va dans l'autre sens. Et puis on voit bien que ici, l'angle maximal est inférieur à pi. Donc ça veut bien dire que le pendule, il n'arrive pas jusqu'en haut. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, enfin pas rajouter, mais on va augmenter la vitesse initiale. Parce que maintenant ce qu'on voudrait voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le pendule n'oscille pas, mais au contraire fait des révolutions.
Donc il suffit d'augmenter la vitesse initiale dans, voilà, dans les paramètres. Donc ici par exemple je vais dire, alors j'ai testé avant, donc 2 c'est le truc limite, donc on va pas prendre la limite. Là je vais prendre plus grand. Donc je lance. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc en bleu c'est logique, on a les oscillations. Pourquoi des oscillations? Parce que donc bim on tape, le pendule monte, en montant on perd de la vitesse, on arrive à pi, c'est-à-dire vertical en haut, donc c'est là où la vitesse est la plus petite, mais la vitesse reste suffisante pour que ça passe de l'autre côté, et donc la vitesse augmente ce que le pendule descend, et on arrive à 2π avec la même vitesse que la vitesse initiale, et donc le mouvement se répète, le mouvement de révolution, donc ça continue à tourner. Maintenant avec les frottements, eh bien, on a le même début, donc bim, ça monte avec la vitesse qui diminue, ça à pi, donc ça atteint pi, toujours avec une vitesse positive, donc c'est bon, la révolution va se faire, ça va continuer dans le même sens, mais par contre on voit que la vitesse du coup est plus petite que sans frottement, évidemment. Et puis quand ça arrive à 2π, eh bien la vitesse est plus petite que la vitesse initiale. Mais malgré tout, on voit qu'ici c'est suffisant pour que la révolution se fasse. Vive la révolution, hop. Tac. Donc une révolution se fait, une deuxième révolution se fait, 3, 4, 5, et puis il va se passer quelque chose à la 6e. Donc là, la vitesse est telle que le pendule atteint la verticale, ensuite il redescend, donc toujours il perd de la vitesse, donc la vitesse lors de cette révolution-là est inférieure à celle-là, donc toujours une vitesse initiale, mais cette fois-ci, eh bien la vitesse en bas n'est pas suffisante pour que ça atteigne à nouveau, on va dire, 2k plus 1 fois pi. Donc ça n'atteint plus la verticale en haut. Et du coup, si ça n'atteint pas la verticale en haut, eh bien ça va redescendre, mais en tombant de l'autre côté. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, la vitesse angulaire va devenir négative parce que ça ne tourne plus dans le même sens, ça va tourner dans l'autre sens. Ça va tomber dans l'autre sens. Donc hop, ça tombe dans l'autre sens. Zou. Ça arrive en bas. Du coup, la vitesse est négative, donc ça va remonter dans l'autre sens. Ça n'atteint toujours pas la verticale, donc ça va réosciller dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Donc là, en fait, on a partout ici une révolution, et puis ici, on a une oscillation à cause de la perte d'énergie. Et donc, dernière chose, ici, on voit que la trajectoire de phase va s'enrouler, s'enrouler, s'enrouler autour de ce point. Et ce point, du coup, c'est quelque chose d'important dans un portrait de phase, ce qu'on appelle un attracteur. C'est-à-dire la trajectoire de phase, au fur et à mesure du temps, elle va se rapprocher de ce point-là. Ça, du coup, c'est très très important en mécanique, parce que du coup, ça veut dire que c'est vers là que le système va aller en termes de vitesse et de position. Et du coup, c'est très important. Par exemple, je sais pas, imaginez, vous voulez mettre en orbite un objet, eh bien, vous voulez qu'il ait exactement cette vitesse-là et cette position-là, donc il faut que l'attracteur soit comme ça. Donc il faut que vous donniez telle condition initiale. Donc voilà pourquoi les portraits de face sont utilisés. Voilà, donc on a fini cette petite partie de cours, donc maintenant évidemment on va s'entraîner avec d'autres exemples de portraits de phase en TD.